allez bien. Nous sommes mercredi 12 août et contre toute attente, eh bien, j'ouvre un nouveau vlog. Ça fait des mois que je suis pas venue ici sur YouTube, tout simplement parce que, alors c'est vrai que les vlogs YouTube c'est un truc que j'avais commencé. Et, euh, et en fait, j'ai commencé un petit peu avant de commencer un nouveau travail. Et vous savez, quand on commence un nouveau travail, on a une tête comme ça, il y a beaucoup de choses à retenir, il y a tout un nouveau rythme à prendre. Et en fait, je me suis un peu laissée dépasser par tout ça, beaucoup de fatigue, beaucoup de boulot et une tête comme ça. Et voilà, j'avais pas forcément le temps ou l'envie de faire des vlogs sur YouTube, donc j'ai un peu laissé de côté. Et puis, euh, et puis là, ça fait presque un an que j'occupe ce nouveau travail. Donc j'ai commencé à prendre un rythme. Et du coup, ça fait quelques temps que je me dis, bon, je reprendrai bien les vlogs sur YouTube. C'est un truc qui me manque parce que mine de rien, parler lecture c'est quand même assez sympa. Moi ça permet de bien me canaliser sur mes lectures. Et du coup je teste là euh, le vlog à nouveau. Est-ce que je vais être régulière? J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est quelque chose que je vais perdurer dans le temps? J'en sais rien du tout. C'est juste que là, voilà, j'en avais envie donc je me dis pourquoi pas. Et puis en plus, là, je suis en vacances, donc les vlogs de vacances, c'est encore plus sympa. Donc là, je suis pas chez moi, hein. Je suis dans un hôtel à Saint-Rémy-de-Provence qui s'appelle le Vallon de Valrugue, qui est vraiment très agréable, très très beau. Il y a une piscine intérieure, une piscine extérieure, un spa, enfin vraiment tout pour qu'on se sente bien. Euh, J'y suis allée vraiment dans l'espoir de me reposer parce qu'en fait, ça fait un an quasiment que j'ai pas pris de vacances. Comme j'ai commencé un nouveau boulot, j'ai dû faire peut-être 2 week-ends dans l'année, mais vraiment, c'est pas assez. Et voilà, je suis venue ici pour me reposer, vraiment pour j'allais dire poser le cerveau, c'est pas vraiment ça, mais presque. C'est vraiment en fait, c'est pour m'enlever la charge mentale, pour pas avoir à penser aux courses, au ménage, à qu'est-ce que je fais, machin, truc planifié. Là, vraiment, j'ai rien d'autre à faire que voilà, me reposer, profiter de la piscine et ne rien penser. J'ai pas de ménage, pas de courses, pas de cuisine à faire. Voilà, c'est vraiment un repos de charge mentale qui fait énormément de bien. Et voilà, justement, comme je suis bien, je me dis pourquoi pas vlogger. Alors, je vous aurais mis quelques images juste avant donc de l'hôtel. Euh, je suis allée hier dans un endroit qui est un ancien monastère qui a été converti en asile où a séjourné donc le peintre Vincent van Gogh. Il a été admis juste après s'être coupé l'oreille, donc bon, c'est quand même un asile, hein, et donc il s'est reposé là-bas, il a beaucoup peint, et donc on pouvait visiter cet endroit. Euh, c'est assez angoissant comme ambiance parce que c'est vraiment des établissements anciens où on soignait en fait la santé mentale, et quand on voit la manière dont on appréhendait les maladies mentales, vraiment ça fait peur, avec des dortoirs là, des lits qui sont tous accolés les uns derrière les autres. C'est assez rustique. La salle de bain, enfin les bains, l'endroit où on prenait son bain, vraiment ça m'a fait flipper. Voilà, c'est vraiment dans son jus et très rustique. D'ailleurs, la cuisine a servi de décor pour des films, notamment Camille Claudel, hein, avec Juliette Binoche. Et bon, au-delà de l'aspect un peu angoissant, c'était vraiment intéressant de voir comment on appréhendait la santé mentale à l'époque. Ça permet aussi d'en savoir un petit peu plus sur Van Gogh et ses inspirations. Donc voilà, c'est un lieu que j'ai
Bon, j'ai bien aimé, même voilà, si c'était un petit peu prenant, mais c'était vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Donc c'est un monastère qui est près de là où je suis, à Saint-Rémy de Provence, hein. Bon, sinon, je ne fais pas que parler tourisme, j'essaye de parler lecture quand même, c'est le but de la chaîne à la base. Du coup, je peux vous parler de mes lectures actuelles, donc j'en ai deux, une papier et une audio. Alors, au niveau du papier, je suis en train de lire Le plus bel été alors je sais jamais comment prononcer son nom, bon, c'est pas terrible, c'est Elin Hilderbrand. C'est l'autrice de Un été à Nantucket que j'avais bien aimé, enfin beaucoup aimé, et de Un couple parfait qui a été adapté en série sur Netflix, qui était très bon aussi. Et du coup, donc, les éditions Les Escales m'ont proposé de recevoir celui-ci, donc c'est son dernier. Et vraiment, c'est une autrice que je lis tous les étés en fait, tous les étés à la plage, parce que moi je trouve que c'est vraiment des lectures très très estivales, et ça me plaît beaucoup. C'est une ambiance un peu Desperate Housewives, mais à Nantucket. Donc Nantucket, c'est un coin des États-Unis où c'est assez riche, quoi. Donc c'est des familles assez fortunées qui y résident, et c'est vraiment des problèmes un peu à la Desperate, quoi. C'est des clubs, souvent des clubs, les yacht clubs, des clubs de femmes où elles se jalousent entre elles, où il y a des coups bas, où il y en a une voilà, qui a plus d'argent que les autres, ou une qui est plus populaire que les autres, donc ça fait un peu scandale. Donc bon voilà, c'est un petit peu ce genre de problème-là, si vous aimez. Moi, j'aime bien, je trouve que l'été c'est sympa, ça détend, voilà. Alors c'est un livre qui est sorti depuis le 11 juin. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Des fêtes étourdissantes, un incendie destructeur et une disparition troublante. L'été sera mouvementé sur l'île de Nantucket. Lorsque les Richardson, un couple richissime et mystérieux, achètent une maison à 22 millions de dollars, les passions se déchaînent sur l'île de Nantucket. Qui sont-ils ? D'où vient leur argent ? Leur fête tapageuse fascine autant qu'elle dérange. Leur fortune ostentatoire attire autant qu'elle éveille la suspicion. Mais alors que les Richardson se trouvent sur leur yacht, leur demeure est réduite en cendres par un incendie. Et au moment où ils ont le plus besoin d'elle, leurs fidèles assistants personnels disparaissent sans laisser de traces. Entre les secrets des uns et les mensonges des autres, la vérité sera-t-elle révélée au grand jour et l'harmonie rétablie sur l'île paradisiaque ? Voilà, donc effectivement, moi j'en suis à la page 280 sur 400, je sais pas quoi. Ouais, sur 419, c'est quand même un beau bébé. Un gros pavé. Moi j'aime bien lire les pavés l'été, parce que c'est vrai que pendant l'année, bon, quand je vois l'épaisseur des livres, je me dis oh là là, il y en a, c'est vraiment trop, alors que bon, l'été j'ai plus de temps, donc je prends plus de temps, et plus de temps de lire, et c'est vraiment plus agréable. Donc j'ai embarqué avec moi ce petit pavé. J'en suis à un petit peu plus de la moitié. Donc effectivement, on est sur l'île de Nantucket, qui est vraiment un endroit privilégié. C'est tout petit, hein, tout le monde se connaît. Et arrive un nouveau couple, les Richardson, qui un couple très flamboyant, très matu vu. Ils ont bien montré qu'ils ont de l'argent. Et ils achètent une maison qui n'est pas en ruine, mais qui à terme, d'ici 80 ans, sera envahie par les flots. Mais eux, ils s'en fichent, ils ne comptent pas avoir de descendance. Et ils ont payé donc les 22 millions comptants. Du coup, c'est un couple qui attire toutes les curiosités. D'autant plus qu'ils font des fêtes vraiment... c'est des trucs... c'est comment vous dire, vraiment des fêtes où il y a beaucoup d'argent, le champagne coule à flot, avec beaucoup de... La maîtresse de maison est très exubérante, donc voilà, avec tout ce qui s'ensuit derrière. Et un peu avant d'arriver sur l'île, il rencontre une jeune fille qui s'appelle Coco. Et elle était barmaid dans un endroit où ils ont été dîner. Ils ont sympathisé et lui ont dit tiens, viens devenir notre assistante personnelle à Nantucket. Donc elle accepte. Et
Et voilà, et elle commence à découvrir la face cachée un petit peu de ses patrons, et elle commence à découvrir deux, trois petites bizarreries. Donc voilà, j'en suis là. En fait, il y a une double temporalité. On est à la fois dans le présent, avec cette maison qui a brûlé, on ne sait pas qui a mis le feu à la maison, et, cette fameuse Coco qui a disparu. Et on est dans le passé, où vraiment il y a toute la genèse de l'histoire, avec la rencontre entre Coco et les Richardson, leur arrivée à Nantucket, et les petites habitudes de vie qu'ils ont construites là-bas, l'intégration des Richardson à Nantucket, le fait que voilà, ils attirent vraiment tous les regards. Donc il y a cette partie-là qui est décrite aussi. Donc voilà, on est sur deux temporalités. Alors, je dois avouer qu'au début, j'ai eu un peu de mal, parce qu'il y a beaucoup de personnages, donc j'ai vraiment eu du mal à savoir qui était qui, et j'ai du mal à rentrer dedans. Et ensuite, vraiment, ça s'est mis en place petit à petit. J'ai commencé à mieux comprendre qui était qui, et qui avait intérêt à quoi. Et là, vraiment, ça commence à devenir très intéressant, parce que justement, on a cette partie où le vernis de la perfection euh, ben, se, voilà, se fissure petit à petit. On voit un petit peu les travers, des uns et des autres, les petits secrets, et on se doute que les Richardson, voilà, s'ils sont arrivés là, c'est pas pour rien, c'est que bon, il doit y avoir des choses un petit peu cachées, un petit peu inavouables, voilà. Donc là, on commence à se dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'elle veut nous emmener? Il y a plusieurs pistes. Bon, tout n'est pas clair dans cette histoire, mais j'arrive pas encore à savoir euh, quelle sortie, voilà, par quel chemin elle va nous amener. Et pour l'instant, vraiment, j'aime beaucoup. Donc je vais continuer cette lecture-là en papier. Alors, en audio, j'ai démarré, oula, si je mets mon doigt, on voit plus rien. J'ai démarré La Jurée de Claire Géano. Claire Géano, j'avais déjà lu son deuxième, ça c'est son premier. Son deuxième s'appelle Qu'importe la nuit, j'avais adoré. Du coup, celui-là, je l'ai acheté au salon du livre de Créteil, à Créteil-en-Poche. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer l'autrice, qui est très sympa. Et ben, j'ai pas fait les choses dans l'ordre, j'ai commencé par le deuxième, et là, du coup, je vais lire le premier. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Anna Zeller a été tirée au sort pour devenir jurée aux assises. Une expérience aussi vertigineuse qu'inédite. Appelée à juger un couple au casier vierge dans un procès pour empoisonnement et meurtre, la jeune femme va voir ressurgir son passé. Un passé qui la transporte 20 ans plus tôt, sur une aire de jeu en Bretagne. Le jour où Anna Boulanger est devenue Anna Zeller. Les jurés ont une semaine pour décider du destin des accusés et s'emparer de leur troublante histoire. C'est aussi le temps qu'il faudra pour que bascule la vie d'Anna. Un premier roman sensible et lumineux sur la quête des vérités, les liens familiaux et les mirages d'enfance. Ah oui. Oui, c'est drôle parce que là, j'en suis à la page 214 sur presque 300, je crois. 214 sur... Il n'y a pas de numéro de page. 294, on va dire. Donc j'ai bien dépassé la moitié et j'en suis vraiment à un twist qui fait écho à ce que je viens de lire sur la quatrième. Vous voyez, il est assez court, hein, je pense qu'il se lit en papier, il se lit assez vite. Moi je l'écoute en audio, donc ça me prend un petit peu plus de temps. Et là j'en suis justement un petit twist qui me fait dire « Ah, mais c'est donc ça, c'est donc là où elle voulait nous amener. » Bon, je reprends depuis le début. On va suivre donc Anna Zeller, donc, qui est tirée au sort pour adjurer, et pas tout à fait ravie, mais bon, elle le fait quand même. Et en fait, Anna Zeller a changé de nom. Avant, elle s'appelait Anna Boulanger, parce que en fait, elle est issue d'une famille, un père, une mère, et elle et sa sœur, ils sont 4. Et il y a très longtemps, Anna était beaucoup plus petite. Et en fait, sa cousine
sa cousine a disparu mystérieusement et on l'a jamais retrouvée. C'est une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque et tout le monde connaissait le nom des boulangers. Et avec sa mère, elles ont décidé de partir de l'endroit où elles étaient et de déménager. La mère et les deux filles, le père est parti ailleurs. Et elles ont décidé de changer de nom justement pour se faire oublier et pour oublier cette affaire. Donc c'est vrai que le fait d'être jurée aux assises va réveiller chez Anna voilà, certains de ses souvenirs par rapport à l'époque où sa cousine a disparu. Et on a en parallèle ces deux histoires. Donc le présent où Anna est jurée et elle nous raconte donc ce qu'elle voit, ce à quoi elle assiste lors du procès, et les souvenirs passés euh, d'Anna au moment de la disparition de sa cousine. Et effectivement, là, il y a un petit twist qui est vraiment intéressant. Donc, j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Ça ne devrait pas tarder, parce qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup. Mais voilà. Et pour l'instant, ouais, j'aime beaucoup. À l'audio, ça passe très bien. C'est très agréable. Je sais pas vous, mais moi, en audio, je lis en même temps le livre. C'est comme si quelqu'un me racontait l'histoire, mais je le lis quand même. Ça me permet de un peu mieux me concentrer. Sinon, parfois, je me mets de côté et je fais autre chose, mais je préfère quand même avoir le livre avec moi pour l'audio. Puis je fais ça avant de dormir, comme ça, voilà, ça m'aide à m'endormir un peu. Voilà. Bon, du coup, j'ai beaucoup parlé. Ça va être tout pour moi aujourd'hui. Je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Hello hello! Aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 août et alors le décor a changé parce que je suis rentrée chez moi et demain je repars. Destination l'Espagne, à Malaga plus précisément, donc j'ai vraiment hâte. Et je vous prends vite fait pour vous parler de cette lecture. Donc le plus bel été que j'ai terminé entre temps. Globalement, c'était vraiment une bonne lecture. Donc, vraiment, si vous aimez cet univers très glamour, Desperate Housewives, cocktail, ragot, jalousie, voilà, c'est un livre qui est fait pour vous. Je trouve que c'est vraiment un livre qui est idéal pour les vacances parce que ça se passe donc sur Nantucket qui est au moment de l'été. Donc on sent le soleil, on ressent vraiment l'ambiance voilà, de la ville, de l'environnement. Et vraiment, ça donne vraiment envie d'y aller en plus. C'était vraiment une lecture très agréable, j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même une vraie enquête policière pour savoir qui a mis le feu à la maison, pourquoi est-ce que Coco, donc, qui est donc la concierge, la concierge a mystérieusement disparu. Il y a tout ça, il y a une petite enquête, il y a un petit suspense, mais j'ai juste un tout petit mini bémol, c'est la fin. Je trouvais que la fin s'est retombée un peu comme un soufflé, c'était un peu trop évident. Il y a eu un moment où il y a eu un twist et je me suis dit, ah, enfin, en fait, je m'attendais à une fin un peu, voilà, un plot twist à la fin, une fin un peu rocambolesque. Parce que je me rappelle que dans Un couple parfait, enfin, la fin m'avait surprise. Et vraiment, je m'attendais à un truc sorti de nulle part qui arrive à la fin. Ce qui n'est pas vraiment arrivé, c'était un peu évident. Bon, voilà, après, c'est un parti pris. Après, est-ce que c'est le type de littérature où on demande vraiment un plot twist à la fin et pas vraiment. Mais ça m'a pas empêché de passer un bon moment voilà, avec tous ces personnages. Et si vous aimez ce genre de littérature, allez-y, foncez, ça devrait vous plaire. Alors, qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Donc j'ai commencé celui-ci, c'est L'Hôtel des Oiseaux de Joyce Maynard. Alors, je n'ai jamais lu Joyce Maynard, c'est mon premier et j'en ai tellement entendu parler que j'ai placé la barre très haut. Donc on va voir si elle relève le défi. Bah, je vais vous lire la quatrième de couverture.
1970. Une bombe artisanale cause une explosion dans un sous-sol à New York. Parmi les apprentis terroristes décédés, la mère de Joanne, 6 ans. Dans l'espoir fou de lui faire mener une vie ordinaire, la grand-mère de la fillette l'emporte loin du drame et change son prénom. Joanne sera désormais Amelia. À l'âge adulte, devenue épouse, mère et artiste talentueuse, Amelia vit une seconde tragédie qui la pousse à fuir de nouveau. Elle trouve refuge à des centaines de kilomètres dans un pays d'Amérique centrale, entre les murs d'un hôtel délabré, accueillie par la chaleureuse propriétaire Leila. Ici, tout lui promet un lendemain meilleur. Une nature luxuriante, un vaste lac au pied d'un volcan. Mais Amelia a-t-elle vraiment droit à une troisième chance? Bon alors, ça a l'air vraiment pas mal. En tout cas, le résumé me donne vraiment envie de m'y plonger. Et moi j'adore cette couverture. Alors, on est encore sur le bleu de l'été, mais qui a fait cette illustration? Est-ce qu'on le sait? Couverture, Oran Seagal. Et ouais, c'est une peinture et on voit vraiment cet environnement avec plein de couleurs, de la végétation, la nature, l'eau, ça donne... ouais, ça fait vraiment penser effectivement à un pays d'Amérique centrale, genre Costa Rica. Donc voilà, en tout cas, moi, ça me dit bien ce petit voyage. Il est assez épais, hein, mais bon, comme je vous ai dit, je pense que je vais lire que des pavés là cet été parce que j'ai plus le temps, donc je suis moins découragée. Et il fait ouais, presque 500 pages. J'ai déjà un peu commencé, j'en suis à la page 62. Pour l'instant, effectivement, ça va. Et en fait, dans ces 60 pages, il y a déjà une bonne partie euh, de ce qui est dit dans la quatrième de couve, hein. Donc la petite Joanne, qui est la fille bah, d'une terroriste, sa mère meurt justement dans un... Enfin, elle perd la vie dans un attentat qu'elle a orchestré. Donc la petite se retrouve orpheline. Elle n'a jamais connu son père. Elle est donc élevée par sa grand-mère et sa grand-mère lui fait changer de prénom. De Joanne, elle devient Amelia. Ensuite, bah, la grand-mère va décéder. Amelia, entre-temps, va changer donc de vie. Elle va rencontrer quelqu'un, tomber amoureuse, se marier, avoir un enfant. Et il y a un autre drame dans sa vie, alors je vais pas vous dire quoi, mais il y a un autre drame dans sa vie qui fait que bah, elle va tout quitter et partir. Et en fait, moi j'en suis à là dans l'histoire. Voilà. Et ça, c'est 60 pages. Donc si ça, c'est 60 pages, je me demande qu'est-ce qui va se passer pendant 450 pages. Voilà. Bon, en tout cas, je vous reprendrai plus tard pour vous en reparler. Et puis voilà, donc moi aujourd'hui le programme c'est de refaire ma valise. Je sais pas vous, mais moi j'ai horreur de ça, faire et défaire la valise, c'est vraiment enfin la partie la plus chiante des vacances avec le trajet. Je déteste, je déteste ça, faire le trajet, je ne sais combien d'heures. Alors demain j'y vais en avion, donc c'est vrai qu'il faut aller un peu tôt à l'aéroport parce qu'il y aura du monde, c'est l'été, ça prend du temps, les valises, tout ça, bon bref. C'est cette partie logistique que j'aime pas, mais je crois que personne n'aime hein, finalement. Et encore peut-être à l'aller c'est mieux qu'au retour, parce qu'à l'aller on a quand même l'excitation de partir, alors qu'au retour bon, on est un peu dégoûté de revenir, puis en plus il faut se taper toutes les lessives et le repassage ensuite, donc voilà. Euh, mais bon, euh, c'est pas grave, hein, c'est un passage obligé. Vraiment, il y a pire comme problème dans la vie, vraiment. Donc je suis aussi contente d'avoir la chance de voyager et de pouvoir partir en vacances. Donc voilà, on va enfin s'accrocher à cette idée. Et puis je vais faire en sorte de passer de très bonnes vacances, de pouvoir me reposer un peu. Ça fait 1 an que j'ai pas pris de vacances. Donc vraiment celles-ci, voilà, elles sont attendues et elles me font du bien. Vraiment la première semaine que j'ai passée, je ressens vraiment le relâchement du corps et de l'esprit et ça fait du bien. Voilà, bon, allez, j'arrête de digresser, je m'arrête ici et je vous reprendrai plus tard.
Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 16 août. Alors le décor a changé, ça c'est parce que je viens d'arriver donc à Malaga en Espagne. Je suis arrivée hier après un petit périple assez sympathique. Alors, le vol s'est très bien passé, mais quand il a fallu récupérer nos bagages, alors le pilote nous avait prévenu, il nous a dit attention, il manque un petit peu de personnel au sol, donc vous risquez de patienter un peu. Et on a tellement patienté un peu que je crois que j'ai dû attendre 1 heure pour avoir ma valise. Euh, on a tellement patienté qu'ils ont fait passer les valises d'un vol qui est arrivé après nous. Et les passagers de l'avion, on était tous un peu paniqués en se disant oh là, ça sent mauvais pour nos valises. Vraiment, j'ai eu très peur de pas retrouver ma valise. Mais bon, finalement, tout est bien qui finit bien. 1 heure après, on a pu retrouver nos valises et donc on a pu repartir avec. Et donc je suis arrivée depuis hier. C'est une ville que je connais pas du tout. L'Andalousie, je trouve ça très beau, c'est magnifique, il y a toute une histoire derrière, tout un folklore, des traditions. Il y a la gastronomie aussi. Enfin, vraiment, moi, c'est une région de l'Espagne que j'aime beaucoup. J'avais été à Séville il y a quelques années. Je suis tombée amoureuse de cette ville. C'est sublime. Euh, et donc voilà, je voulais essayer Malaga cet été parce que bah, il y a la playa et j'aime bien la playa en été. Alors, il fait assez chaud ici, mais je pense moins chaud qu'en France. Quand je suis partie de Paris, il devait faire 35. Là, il fait 31, quelque chose comme ça. Alors bon, je peux pas te dire qu'il fait doux. Fait quand même chaud. Là, aujourd'hui, il a fait lourd. Je pense que ça va... on va avoir un petit orage. C'est pas impossible. Euh, mais bon, il fait très chaud, mais ça va. Enfin, si tu t'hydrates, ça va, c'est supportable. Et alors aujourd'hui, je suis allée dans un site qui s'appelle, j'espère que je prononce bien, euh, Castillo de Gibralfaro. Bon, j'espère que j'ai pas écorché le nom, mais bref, c'est une ancienne forteresse qui a été construite au temps de jadis par les musulmans. C'est un héritage, enfin c'est une architecture mauresque finalement, comme beaucoup de monuments en Andalousie. Et donc les musulmans avaient construit cette forteresse pour se protéger et elle a joué un rôle lorsque les rois catholiques sont venus reconquérir l'Espagne et ont voulu donc reconquérir la ville de Malaga. Et en fait, le truc, c'est que pour accéder à ce castillo, à ce château, il faut monter. Le point de vue est vraiment, mais tout là-haut dans le ciel. Non, je vous jure, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais il faut monter. En plus, la pente, elle est comme ça. À un moment, on monte tellement que j'ai presque les genoux au niveau de la poitrine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un vertige du feu de Dieu, mais vraiment, c'est-à-dire je monte sur une chaise, j'ai peur, j'ai le vertige. Donc là, vraiment, je suis montée tout en haut pour avoir ce point de vue qui est très beau, hein, magnifique. Mais moi j'ai un vertige de dingue, donc voilà, c'était c'était mi oui, ni non. Et comme il fait très lourd, une fois là-haut, c'est le moment, c'est le moment hyper glamour de la vidéo. Oh, je dégoulinais mais de partout. Oh, c'était une catastrophe. Le dos, le visage, les bras, tout dégouliné. J'avais chaud. Enfin bref, c'était incroyable. C'était quand même très joli, je tiens à le dire, c'est vraiment sublime. Bon, il faut pas avoir peur de grimper tout là-haut. Après, en plus, après, il faut redescendre et la pente, elle est comme ça et c'est un sol en, je sais pas comment dire ça, en pierre, mais ça glisse. Et surtout quand t'as une pente comme ça et quand t'as le vertige, mamma mia, franchement, j'ai souffert vraiment à la descente. C'était pas très agréable pour moi. Mais en fait, une fois que je l'ai fait, et ben, je me suis sentie vachement fière de moi parce que je me suis dit, bah voilà, je suis allée au bout du truc.
Je suis allée au-delà de ma peur, je suis allée hors de ma zone de confort et je l'ai fait. Je l'ai fait les gars, je l'ai fait. Je suis allée jusqu'en haut, je suis descendue avec une pente comme ça. On a l'impression que j'exagère, hein, mais je vous assure pas tant que ça. Et voilà, et je me coucherai ce soir avec ce petit sentiment quand même de fierté, fierté de soi. Et voilà, je suis contente de l'avoir fait au final. Et je suis contente d'avoir vaincu ma peur. Alors, je crois, si je me trompe pas, que je vous ai mis quelques petites images juste avant pour que vous puissiez vous rendre compte du point de vue. C'est vraiment très beau. Si vous êtes de passage à Malaga, bah, de toute façon, c'est dans les trucs les plus touristiques, hein, donc ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, mais je vous conseille quand même de le faire. Vraiment, ça vaut la peine. C'est très, très beau. Mais on marche beaucoup. Et là, vraiment, je suis, mais alors, rincée. Je ne sais pas combien de pages j'ai fait, 10 000, 30 000. Bon, 30 000, j'exagère un peu, mais je pense qu'il y a bien 10 000 pas que j'ai fait dans la journée. Bref, bon, ça c'était un petit blabla voyage. Je vais peut-être passer maintenant à la lecture. Alors, je voulais vous prendre pour vous dire que j'avais terminé ma lecture audio, qui était La jurée de Claire Giano. Je ne l'ai pas avec moi là parce que je l'ai terminé. Mais je voulais vous en parler. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré. Donc, comme je vous le disais, ou pas, je sais plus ce que je racontais, mais bref, on va suivre Anne, qui est une jurée qui a été tirée au sort. Et en fait, c'est vraiment très très bien écrit. Elle va décrire tous les sentiments par lesquels passe la narratrice au fur et à mesure du procès, le fait d'être tirée au sort, d'assister au aux plaidoiries des avocats, d'écouter les accusés, d'écouter d'autres témoins. Et en fait, là-dedans, il y a vraiment une... En fait, il est question de voir l'histoire d'un côté ou d'un autre. Dans cette affaire, il y a vraiment tout qui porte à croire que les accusés sont des coupables. Alors, on est en France, hein, tant qu'on n'a pas été jugé coupable, on est présumé innocent. Donc ils sont présumés innocents, mais vraiment il y a tous les indices, toute l'enquête de la police euh, fait que on a l'impression que les accusés, c'est un couple, que les accusés sont coupables. Sauf qu'à un moment, la narratrice, grâce à un témoignage qui est apporté, en fait, il va y avoir un twist qui fait qu'on va voir l'histoire autrement. Et en fait, la vérité et les choses qu'on pensait immuables au début, eh ben, sont peut-être pas, c'est peut-être pas la vérité et ce qui s'est passé dans les faits. Je ne sais absolument pas si ce que je raconte est crédible, mais en tout cas, je pense que vous avez saisi l'idée. C'est que vraiment, bah, parfois, dans la vie, des faits, même très très graves, peuvent être interprétés d'une façon différente. Et selon l'interprétation, et ben, c'est les voisins, euh, selon l'interprétation, et bien, on voit plus forcément les choses de la même manière. Les portes sont très très proches. J'ai l'impression qu'elles sont. Ces petites voisines qui rentrent, j'ai l'impression qu'elles sont ici. Non, elles sont pas là. Bref, voilà. Bon, tout ça pour dire que la jurée en audio ou en papier, c'est vraiment un coup de cœur. En plus de cette recherche de la vérité, il y a aussi cette quête de la vérité sur soi. Parce qu'en fait, bah, la jurée, justement, en assistant au procès, elle apprend aussi des choses sur elle-même, alors sur son passé, ce qui s'est passé des choses dans son enfance assez graves, mais je trouve qu'elle apprend à mieux se connaître et ça la fait grandir et voilà. En tout cas, c'est vraiment intéressant de savoir comment se passait le fait d'être juré aux assises. Personnellement, je n'ai jamais été tirée au sort. Je vous avoue que c'est un peu mon rêve. Parce que voilà, je suis assez fascinée par ce monde des tribunaux. Parce que j'ai été avocate dans une vie antérieure. Je faisais pas du tout de pénal, mais j'aurais bien aimé.
Et voilà, et peut-être que ça arrivera un jour, peut-être que ça n'arrivera pas, mais bon. Dites-moi, vous, si vous avez déjà été tiré au sort ou si vous aimeriez, parce qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas du tout être tiré au sort pour être juré aux assises. Alors, sinon, je suis toujours dans ma lecture en cours, mais il faut que je vous montre quelque chose. Franchement, je me serais donné des baffes. Je suis toujours dans L'Hôtel des Oiseaux de Joyce Maynard, j'en suis à peu près à la moitié. Sauf que j'ai mis le livre dans mon sac et dans mon sac il y avait aussi une bouteille d'eau. La bouteille d'eau s'est ouverte. Je vous laisse imaginer la suite. Non, mais regardez, je sais pas si ça se voit, mais voilà, voilà les dégâts. Ça a pris l'eau ici et du coup ça, je sais pas si on peut dire que ça gondole, mais voilà, j'ai abîmé mon livre. Bon, je suis dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est la vie, mais bon, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai mal fermé ma bouteille d'eau. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, tout ça pour vous dire que l'Hôtel des Oiseaux, donc on suit. Comment elle s'appelle? J'ai vraiment un problème avec les prénoms. Ah oui, c'est vrai. Elle s'appelait Joanne et elle est devenue Amélia. Donc elle a fui sa vie suite à un événement familial assez dramatique et elle s'est retrouvée donc dans cet hôtel aux oiseaux un petit peu au milieu de nulle part avec un volcan à lac, une végétation luxuriante, etc. Et donc la propriétaire, elle fait connaissance avec la propriétaire de l'hôtel, elle s'installe et voilà, elle découvre vraiment l'hôtel, les environnements, les voisins, le personnel, toutes les coutumes, les traditions du coin. Et j'aime beaucoup parce que c'est très doux. C'est très doux, ça va doucement, ça prend son temps. C'est alors, si vous aimez les romans où il y a un twist à chaque... J'arrive plus à parler. Si vous aimez les romans où il y a un twist à chaque chapitre, ce livre n'est pas pour vous. En tout cas, pas du moins. Parce que j'en suis quand même à la page 280. Donc 280 pages sans beaucoup de twists. S'il y en a eu au début. Il y en a eu au début. Et puis une fois que le rythme s'est installé, c'est vraiment très doux. Ça prend son temps. Nous aussi, on apprend à faire connaissance avec tout le monde, avec l'environnement. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas mal pour l'été parce que bah, l'été, on prend son temps aussi et c'est bien aussi de lire des choses un peu contemplatives l'été. Donc pour l'instant, je poursuis ma lecture. Donc sur la page 280 sur à peu près 500. Donc j'ai à peu près dépassé la moitié. Je ne sais pas quand je le terminerai, mais je vous prendrai pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup. Voilà, bon, du coup, moi, je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Hello, nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 août. Je vous prends entre deux activités et un petit café. Alors, je suis toujours à Malaga en Espagne. C'est toujours, enfin, je trouve vraiment cette ville vraiment magnifique. Même, je crois, l'Andalousie en général, c'est vraiment très très beau. Il y a 2 jours, je suis partie d'abord dans le village de Séténil, qui est un village qui en fait où les maisons sont encastrées dans la pierre, donc on a l'impression de rentrer comme dans une grotte et les maisons sont encastrées sur le côté. C'est vraiment très très joli, c'est tout petit hein, mais bon, c'est assez touristique mais c'est vraiment très très beau, très très beau à voir. Et puis après je suis allée visiter la ville de Ronda et là bon, ça s'y prêtait pas, mais je vous assure c'est une ville qui est très très romantique. Voilà, si vous avez un ou une chérie avec qui vous voulez partir en Andalousie, je vous conseille d'aller visiter cette ville. Si vous voulez vraiment la faire à fond, je pense qu'il faut la faire sur peut-être 2, 3 jours max, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Moi j'ai passé l'après-midi, donc ça donne une bonne idée de comment est la ville, mais on voit pas tout, on n'a pas le temps. Euh, et alors, il y a tellement de choses à dire sur cette ville. Il y a d'abord le côté un peu vieille ville
On a l'architecture andalouse, vraiment typique, avec des maisons façades, des façades blanches, des petites ruelles. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Euh, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Ronda est une ville qui est construite en haut d'une falaise et qu'il y a des points de vue, des miradors. Voilà, cherchez le mot, des miradors dans la ville où vous pouvez admirer le vide. Je crois que je vous ai filmé quelques plans, mais bon, en fait, on voit donc la ville qui est construite là et toute cette falaise là qui fait je ne sais combien de mètres de hauteur. Alors, il faut savoir que j'ai un vertige d'enfer. Pour moi, c'était très très dur de regarder là comme ça en bas. Je m'accrochais au bar, même s'il n'y avait aucun risque que je tombe, hein, mais voilà, c'est dans ma tête, c'est psychologique. C'était vraiment très dur pour moi. Très beau, hein, mais je vous assure que quand on a le vertige, c'est pas évident. Il y a aussi des musées à voir. Il y a une grande rue avec pas mal de commerces. Si vous voulez faire du shopping, vraiment, c'est une très très belle ville que je vous recommande. Alors, depuis qu'on s'est quitté, j'ai terminé l'Hôtel des Oiseaux de Joyce Maynard et c'était magnifique. C'était vraiment très très beau. Comme je vous l'ai dit, c'est une lecture où on prend vraiment son temps. Alors le début, il y a pas mal d'infos et après tout le long, c'est vrai que bon, c'est un rythme assez lent, assez contemplatif, mais je sais pas comment le dire, mais c'est comme si, voilà, moi aussi j'étais vraiment dans cet hôtel avec ce décor de rêve et je voyais le temps passer, les gens qui vont, qui viennent, parce que c'est un hôtel, hein, donc il y a des clients, chacun a une histoire euh, plus ou moins, qui est plus ou moins touchante à chaque fois et ouais, c'est ça, c'est comme si moi aussi j'y étais, je faisais connaissance avec les gens, je les côtoyais un temps, puis après ils repartaient, puis il y en a d'autres qui venaient, la vie qui s'écoule, la vie la plus simple, paisible possible, enfin bref, enfin paisible, il va quand même se passer quelques petites péripéties, mais ça s'accélère surtout vers les trois quarts et la fin. Et la fin, j'ai eu des petites larmichettes qui sont venues. Vraiment, c'est une très très belle histoire. C'est extrêmement bien écrit. C'est mon premier Joyce Maynard. C'est le premier roman de l'autrice que je lis. J'en attendais beaucoup parce que j'en ai beaucoup entendu parler et vraiment, je suis pas déçue. C'est une très très belle découverte. Oh, je suis dégoûtée de l'état de mon livre. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est un accident de la vie. Et donc, qui dit lecture terminée, dit nouvelle lecture. J'ai donc commencé le nouveau Michel Bussy qui s'appelle Que la mort nous frôle. C'est chez Presse de la Cité. Donc en grand format, il est quand même assez épais, hein. Je crois qu'il fait presque 500 pages. 446. 446, moi j'en suis à la page 150 pour le moment. J'avance bien. J'avance bien. Mais je vais vous lire la quatrième. Quand on frôle la mort, ce n'est pas son passé que l'on voit défiler, ce sont les rêves que l'on ne pourra pas réaliser. Près de Lausanne, Jeanne, jeune psychiatre spécialisée dans les traumatismes, rejoint le manoir des Amarantes qui, depuis 1945, abrite des pensionnaires brisés par la guerre. Parmi eux, Charlie, adolescent imprévisible et paranoïaque, et Teresa, orpheline du ghetto de Varsovie, ont noué un lien très fort. Mais ces 2 dernières semaines, des événements inquiétants secouent les lieux. Des pensionnaires disparaissent, de mort naturelle prétend-on. Des statuts changent de place. Le docteur Gruber, directeur de l'établissement, mène des expériences mystérieuses. Tandis que les ombres et les non-dits pèsent sur ce manoir hors du temps, le danger est partout. Derrière un décor faussement paisible, entre les rives du Léman et les sommets alpins, le passé peut-il encore tuer? Avec Que la mort nous frôle, Michel Bussy signe un suspense psychologique haletant, où chaque révélation renverse tout ce que l'on croyait savoir, jusqu'au twist final. Bon, j'ai vu des avis assez mitigés sur celui-ci. Il y en a qui ont adoré, d'autres un peu moins. Donc on verra, moi je me ferai ma propre opinion de toute façon. Et alors, c'est marrant, hein, regardez dans la jaquette.
Hop là, il y a sa photo là comme ça en grand. Ça c'est quand même le statut un peu de superstar, hein. Donc voilà, ça m'a fait sourire hier soir quand j'ai regardé ça. Pour l'instant, je peux pas en dire grand chose de plus. J'avance plutôt bien. Euh, la lecture est plutôt fluide. Donc voilà. Du coup, je vous ferai un petit update un petit peu plus tard pour vous dire ce que j'en ai pensé. Hello, nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 août et je viens clôturer le vlog. Alors, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça et aujourd'hui j'ai fait un petit peu de montage vidéo pour monter le vlog. C'est toujours difficile de se regarder parler, de s'écouter parler aussi. J'ai du mal à entendre ma voix. Je sais pas si vous êtes, je sais pas si vous êtes comme moi. C'était vraiment un moment compliqué. Mais c'est bien parce que ça me permet de m'entraîner, d'être plus à l'aise à l'oral et de voir ce qui va pas, les axes d'amélioration. Enfin, c'est toujours très sympa. Du coup, je suis rentrée à la maison. Ces 2 semaines de vacances m'ont fait vraiment le plus grand bien parce que j'étais dans un état de fatigue tellement avancé avant de partir, je vous jure. J'étais vraiment fatiguée. Et le fait de voilà de plus penser à rien, je le disais au début, je crois, de plus avoir de charge mentale, de ménage, de cuisine, de machin, de trucs. Enfin, j'avais vraiment rien à penser pendant 2 semaines et juste vraiment à profiter de mes journées, profiter de l'endroit où je me trouvais, profiter de l'instant présent et me laisser porter. Et ça, vraiment, c'est reposant pour le corps, mais c'est très reposant pour la tête. Et c'est vraiment important de se reposer l'esprit. J'étais contente aussi parce que j'ai lu quand même pas mal et surtout des gros pavés. Je crois que je le disais aussi, mais j'adore lire les gros pavés l'été parce qu'on a plus de temps pour le lire, donc on peut prendre plus le temps. Et c'est vrai que dans l'année, quand je vois des livres qui font 400-500 pages, je me dis, oh, la flemme. Et là, je suis plutôt contente. J'ai été assez productive côté lecture et voilà, j'ai pu dégommer du pavé pendant ces 2 semaines. Donc franchement, c'était cool. Du coup, je vous ai laissé sur Michel Bussy, Que la mort nous frôle, que j'ai terminé depuis. Alors, on va recommencer depuis le début. Donc, de quoi ça parle? On est en Suisse, dans un pensionnat qui s'appelle les Amarantes, et on a une jeune psychologue qui s'appelle Jeanne, qui est nouvellement embauchée dans ce pensionnat et qui va découvrir des choses un petit peu bizarres. Il y a des événements assez mystérieux, il y a des disparitions d'enfants, parce que c'est un pensionnat d'enfants qui recueille des enfants, donc on est après la Deuxième Guerre mondiale, des enfants qui ont eu des difficultés dans leur vie. On va découvrir une bande de 4 enfants. Ils sont 4, hein, ouais c'est ça, il y a Fausto, Judith, mince, j'ai oublié les prénoms. Comment ils s'appellent? Ah oui, Teresa et Charlie. Donc c'est cette bande de 4 petits-enfants qui a pas mal souffert lors de la guerre. Le petit Fausto, lui, il était dans les camps. Teresa, elle est en fauteuil roulant. Charlie, lui, il est un petit peu délirant, il entend des voix, enfin bref. Ce sont des enfants qui ont eu de grosses difficultés et qui vivent donc dans ce pensionnat et aussi assistent à ces disparitions mystérieuses d'enfants et à des événements un petit peu bizarres. Et ils essayent d'alerter sur tout ça et sur le directeur et son bras droit qui est surveillant, voilà, qui sont un petit peu tout puissants là-dedans. Jeanne aussi, voilà, elle essaye d'alerter sur le sujet. Et bon, je vous raconte pas la suite, il va se passer plein de choses. Plein de non-dits, plein de mensonges, et puis à la fin, on va avoir le fin mot de l'histoire. Alors, je suis assez mitigée sur ce livre. Quand j'ai dit sur Instagram que je lisais ce livre, j'ai discuté avec certains d'entre vous, peut-être si vous me regardez, mais sinon c'est pas grave, certaines personnes donc, qui me suivent sur Instagram. Et
Et les gens sont assez mitigés. Il y en a qui ont adoré, et il y en a d'autres qui ont adoré, mais un peu moins. Et je fais partie de cette catégorie. J'ai adoré, mais un peu moins. Euh, c'est du Michel Bussy, c'est efficace, ça fait le job. J'ai passé un super bon moment de lecture. Ça, y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, j'ai été un petit peu déçue par la fin, parce que j'ai pas été très surprise. Je trouve qu'on arrive à deviner un petit peu la fin. Et, euh, et voilà, et ça retombe un peu comme un soufflet. C'est vraiment dommage parce que ça reste un bon moment de lecture, pardon. Et, euh, et surtout, ça m'a permis de prendre connaissance d'un fait historique que j'ignorais, qui sont les enfants de la Grande Route. Alors, les enfants de la Grande Route, ce sont des enfants qui ont été recueillis donc, après la Seconde Guerre mondiale, notamment des tziganes, enfin des enfants qui ont un mode de vie nomade, et ils ont été en fait enlevés à leurs parents pour les mettre dans des pensionnats. Euh, et, euh, et en fait, le but, c'était de les faire quitter leur mode de vie nomade, pardon, pour leur faire adopter un mode de vie plus normal, et je le mets vraiment, vraiment entre guillemets. Et c'est quelque chose qui a duré assez longtemps, le fait d'enlever les enfants à leurs parents comme ça, et il en parle dans celui-là, donc c'est vraiment très très intéressant, parce que moi je connaissais pas ce fait historique, donc grâce à ce livre maintenant je le connais un peu mieux, et voilà. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai passé un bon moment, juste la fin m'a un petit peu déçue, mais voilà. En fait, faites-vous, enfin, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Peut-être que vous ferez partie de celles et ceux qui ont adoré, ou peut-être vous ferez partie de la deuxième catégorie. Voilà. Tout ça pour dire que euh, c'était pas mal, mais sans plus. Du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture qui s'appelle Daria et Dounia de Diati Diallo aux éditions du Seuil. C'est un titre qui fait partie de la rentrée littéraire. Mais je ne vais pas en parler ici parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc je vais clôturer le vlog ici. Bon, j'espère que vous avez aimé. J'espère que j'ai pas été trop décousue dans ce que je racontais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, et je suis contente de me reprêter à l'exercice, et je pense qu'il faut que je repratique, et ça ira beaucoup mieux. Donc j'espère que vous serez indulgents avec moi pour cette reprise. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus régulière. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder ce vlog, mais je me dis voilà, s'il y a 5 personnes qui regardent, s'il y a 5 personnes qui sont contentes, ben voilà, je suis contente moi aussi. Bon, sur ce, j'arrête de digresser, je vais vous laisser là. Je clôture ce vlog. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage pour la rentrée si comme moi vous reprenez le travail. Et puis je vous reprendrai donc plus tard pour un prochain vlog. J'ai été coupée, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt.